Donc, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire «Les secrets de ces familles bien organisées». Donc, un webinaire qui est organisé par la Ligue des familles. Alors, qui nous sommes, la Ligue des familles? On est une ASBL qui a plus de 100 ans et qui est là pour les familles. On a pour ambition une société qui est adaptée à vos besoins de famille et qui prend en compte les attentes des parents. Pour ça, on a 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de l'information. On va informer en contactant des experts de plein de domaines différents, des pédiatres, des psychologues, des pédopsychiatres, enfin plein de professionnels, des professeurs, etc. Et mes collègues journalistes vont transformer ça en articles qui vont venir dans les magazines du Ligueur ou Ligueur et mon bébé, sur notre site web, dans l'application, etc. On a aussi toute une série de services et avantages, dont les ateliers des parents, et c'est dans ce service-là que s'inscrit ce webinaire. On a d'autres services comme les petites annonces ou le fait d'avoir rassemblé les stages à un seul endroit, enfin un maximum de stages à un seul endroit pour simplifier la vie des parents. On a un troisième grand pilier, c'est l'impact sociétal. C'est la majorité de mes collègues ici à la Ligue, ils travaillent là-dessus. Ils sont là pour faire remonter vos besoins de parents, pour essayer de transformer parfois la culture un peu collective et d'aller sur la place publique pour vraiment transmettre ce qui devrait changer au niveau de notre culture collective, mais aussi et surtout au niveau du politique, de nos lois en faveur des parents. Qui nous sommes? Donc, je suis Nathalie Velu, je suis chargée du programme des ateliers des parents, mais je suis aussi psychologue, coach et formatrice spécialisée dans la prévention et le traitement du burn-out parental. Et dans mes domaines de prédilection, eh bien, il y a l'organisation familiale, la gestion du temps et des priorités, l'équilibre vie pro, vie privée et professionnelle, ce que je fais en accompagnement individuel, mais aussi en accompagnement collectif. Je me considère comme une connecteuse de personnes, connecteuse d'idées, donc une tisseuse de liens. Et ce qui est vraiment un message fondamental pour moi aujourd'hui, c'est que vous êtes les experts de votre propre famille et ça, vous ne devez pas l'oublier. Nous, on va vous transmettre de l'information, on va vous transmettre des astuces, mais c'est vraiment à vous à aller puiser ce qui vous parle, ce qui vraiment pourra fonctionner dans vos familles. Vous êtes les experts de vos propres familles. Cynthia, je te donne la parole. Merci. Donc, moi, je m'appelle Cynthia. Donc, je suis psychologue pour enfants, ados et la famille. Je suis aussi spécialisée dans la prévention et le traitement du burn-out parental. Je fais d'un accompagnement individuel ou collectif. J'adore mon métier. Pour moi, c'est une réelle passion et surtout la parentalité, la soutenir. Et ce que j'aime dire, c'est que nous sommes tous parfaitement imparfaits, qu'il n'y a personne qui est parfait et que c'est très bien. Et que on fait ce qu'on peut et c'est parfait aussi. Et donc comme, Nathalie, j'ai aussi, voilà, le fait que le parent est l'expert, c'est vous l'expert de vos enfants et ne faites jamais rien lorsque vous êtes en consulte psy ou autre, si le psychologue ou même ici on va vous donner des tips, si ça ne correspond pas à votre tempérament ou le tempérament de l'enfant, ne le faites pas parce que ça ne marchera pas. Donc voilà. Merci Cynthia. De rien. Alors, être parent, je vais juste retirer ma barre d'état qui est sur mon titre. Voilà, être parent, c'est parfois bien la galère pour tout gérer. Moi, je crois que cette image, elle parle d'elle-même. Entre le travail, à la maison, les tâches, en fait, on n'a pas un métier, on en a au moins 100 au quotidien. Et pour tout gérer en parallèle, eh bien, c'est quand même vraiment la galère, il faut se l'avouer. On va le remarquer comment? On va le remarquer parce qu'on va courir, on va avoir un sentiment de manquer de temps, on va avoir du désordre. Je l'ai illustré ici par les chaussettes qui traînent. On va être désorganisé dans notre tête. Ça va se traduire aussi par des cris et par des pleurs. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir, mais qu'est-ce qui se passe en dessous? Qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Et c'est ce qui est parfois plus caché, qui est le dessous de l'iceberg. Là, je le rappelle, je l'ai dit encore en intro, je le redis, que, il y a énormément de raisons sociétales qui font qu'on a ce manque de temps et donc c'est à la société et à notre monde politique à changer certaines choses, pour que, eh bien, ce soit plus gérable pour les parents. Et ici et on le redit, mais c'est important de le dire, que chaque famille, elle est unique et donc de bien vraiment analyser ce qui se passe chez vous et que chez vous, c'est pas la même chose que dans la maison d'à côté.
Moi, L'attention. j'avais juste envie de rajouter quelque chose, c'est que chaque famille est unique et que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux de familles genre rangement parfait, c'est un peu pas vrai pour rester poli. Et rappelez aussi que dans la parentalité, il n'y a pas que des mamans, mais il y a aussi des papas. Donc il y a peut-être des papas qui sont connectés et c'est important de le dire parce que, ben voilà, là, on sait que la parentalité est genrée, mais il faut quand même, du coup, le rappeler que les papas sont là et qu'ils ont aussi leur place. Voilà. Merci Cynthia, tu fais bien de le préciser. Alors l'intention de ce séminaire, eh bien, à travers une grille de lecture qu'on vous expliquera après, de l'information et surtout un plein d'astuces très concrètes, on va essayer de vous aider, de donner du support concret pour vos tunnels du soir, vos rushs du matin, votre hall d'entrée qui est quand même cette plaque tournante hyper critique dans ces justement rushs du matin et du soir, et puis un point spécial sur le rangement des ados que Cynthia va vraiment faire plus en détail. Elle est un peu plus spécialisée ado que moi et donc Cynthia, n'hésite surtout pas à intervenir si tu vois qu'il y a des fois où c'est nécessaire pour redonner un peu des astuces plus concrètes sur les ados. Et donc ce sera suivi d'une session questions-réponses comme on le disait au début. Donc comme je le disais juste là maintenant, c'est quand vous allez vous retrouver avec toutes ces situations, donc le rush du matin, les difficultés d'organisation sur le tunnel du soir, etc. Cette grille de lecture, on a essayé de la simplifier pour que vous la gardiez en tête. Ça va être comme première étape toujours de prendre un temps d'observer la situation pour arriver à la comprendre. Parce que parfois, en fait, on fait déjà tout bien. Mais le problème, par exemple, ça va être le fait qu'on est épuisé et que du coup, eh bien, on n'arrive plus à s'organiser parce que notre cerveau n'est plus capable de pouvoir bien réfléchir et pouvoir bien s'organiser. Donc vraiment d'aller voir où est-ce que ça coince pour pouvoir après faire la solution qui va correspondre à la difficulté qui est présente chez vous. Ensuite, avant de passer à l'action, ça va être comment, de façon générale, par rapport à ces tâches qui se présentent devant moi, ça va être de un, comment est-ce que je vais pouvoir simplifier un maximum? 2, qu'est-ce que je vais pouvoir un maximum aussi transformer en routine, en tâches automatiques pour qu'elles quittent mon cerveau et que, pareil, ça se simplifie. 3, qui est le A du moyen mémotechnique de STAR, qui est qu'est-ce que je vais pouvoir faire avant? Qu'est-ce que je vais pouvoir planifier avant? Anticiper, parce que ça va aider pour le moment même. Et 4, qui est le R, qui est comment je vais un maximum faire en sorte que je ne sois pas tout seul ou toute seule à faire cette tâche, mais bien la répartir au sein de la famille, que ce soit au sein des enfants, mais aussi au niveau du couple et même parfois avec de l'aide extérieure à la maison. Et une fois que tout ça est bien clair, eh bien, ça va être de passer à l'action petit pas par petit pas en vous mettant en place des petites réussites qui vont vous faire du bien parce que vous pouvez les mettre en place. Alors, si on prend l'exemple du tunnel du soir avec cette grille de lecture, donc, comme je vous le disais, la première chose, ça va être hop, monter, prendre de la hauteur, se mettre au-dessus de l'étoile pour aller observer tout, ou bien aller observer avec je sais plus comment on l'appelle ça, cette machine à regarder les étoiles, peu importe. Donc, observer et comprendre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on observe? Alors, je ne sais pas toi, Cynthia, mais moi, ce que j'observe vraiment dans les personnes que j'accompagne, le plus, ça va être, ce qui va m'être apporté, c'est la course entre la fin de travail et jusqu'à la mise de dodo. Ce sentiment d'être tout le temps en train de courir, courir, courir. Deux, il y a par exemple l'enfant qui ne veut pas aller au bain et qui veut pas faire les cheveux. L'ado qui veut pas se mettre à faire ses devoirs. Les pyjamas, les dents à répéter 10 fois, ces instructions à répéter, mais qu'est-ce que ça peut être vraiment très très dur au quotidien. L'enfant, l'ado qui ne veut pas aller se coucher. Le parent qui n'a pas les nerfs en fait, qui est épuisé déjà de sa journée, etc., etc. Il y a toutes ces choses que vous pouvez observer. Et même au-delà de ce que vous observez, qu'est-ce qui se passe en dessous? Alors, il y a énormément de choses qui se passent en dessous et on ne pourrait pas toutes les citer ici en une heure, mais du coup, on aimerait en citer là quelques-unes qu'on retrouve vraiment très souvent chez les personnes qu'on accompagne et pour lesquelles on a des retours d'impact. Alors, ici, c'est donc comprendre. Une des choses qu'on remarque très souvent, c'est que les parents, enfin que tout le monde en fait, a un besoin physiologique de remise. D'ailleurs, j'entends ma respiration qui est très lente, un besoin de pause.
Et c'est quelque chose, voilà, exactement. Vous voyez, même ici, hop, je respire. Donc, un besoin de pause. Très souvent, ce qu'on remarque, c'est la flèche rouge que vous voyez qui monte. On arrive le matin, on est déjà en course. Hop, hop, hop. On arrive au travail, on est déjà un peu tard, on continue. Et pareil, pareil, on est dans la course, on est dans la course, on est dans la course. On arrive à l'école ou à la crèche, c'est la course, c'est la course. On est dans la maison, on doit tout faire, le repas là, là, c'est la course. Et ce qui se passe, c'est que le niveau de tension au niveau physiologique, de minute en minute, d'heure en heure, il augmente. Et à la fin de la journée, le niveau de stress au niveau physiologique est gigantesque. Une des recommandations de Michel Delbrück, qui est vraiment un très grand spécialiste de la prévention du burn-out et notamment burn-out professionnel, mais ça vaut aussi pour l'évitement, enfin la prévention de l'épuisement du parent, ça va être comment est-ce que je peux tout au long de ma journée installer quelques moments de pause, quelques minutes de respiration pour pouvoir casser ce rythme et arriver à mon moment de ce tunnel du soir en ayant un niveau de tension nerveuse qui est déjà plus relâché. Et donc, comment est-ce que, je ne sais plus si j'ai laissé la slide ou pas, non, ça sera plus loin. Donc, en Justement. tout cas, oui, Euh, Cynthia? voilà, j'interviens justement. En fait, on remarque aussi que quand on a accumulé en fait cette tension et qu'on est un petit peu fragile à la gestion des émotions et du stress, eh bien, on va voir que on va s'énerver plus vite sur notre enfant ou notre compagnon. Donc, imaginez, je vous donne un exemple. J'ai souvent ça comme exemple. Un parent, les enfants vont se disputer, il va rien dire, et puis il va marcher sur ce fameux Lego. On a tous marché sur ce fameux Lego, et là, on va exploser. Mais en fait, c'est pas du tout proportionnel. Mais c'est Mhm, parce que on a engrangé du stress et de la fatigue qui fait qu'on est plus irritable. Et voilà, c'est important de pouvoir le dire et peut-être même de le dire à l'enfant. Et ce que je vous conseille aussi, c'est donc des exercices de respiration et même de yoga. Il y a même maintenant des yogas qu'on peut faire sur sa chaise de bureau. Et donc, voilà, taper un peu ça sur Internet parce que le yoga a un vrai impact aussi sur le burn-out pour l'avoir testé et fait tester à mes patients, ça fonctionne. mhm. Voilà. Peut-être aussi une application qui s'appelle Respire Relax et Oui, qui est une aspiration de cohérence cardiaque. C'est aussi, elle est gratuite, une application qui peut vraiment aider. Et ici, sans doute que dans les prochains mois, à un moment, on mettra aussi un cycle de pleine conscience spécial pour les parents, pour s'entraîner en fait à avoir ces moments de respiration et de pause. Ces temps de pause, eh bien, ils sont très intéressants à prendre en compte aussi pour les enfants. Et je pense notamment aux enfants, aux ados, aux préados, aux enfants qui ont des devoirs. Dans le sens où, vous le voyez par cette slide, un enfant va avoir un temps d'attention qui ne va pas être le même suivant qu'il ait 6 ans ou s'il ait 12 ans ou qu'il soit plus grand. Vous voyez par exemple, un enfant qui a entre 6 et 8 ans, eh bien, il va pouvoir avoir un temps d'attention de maximum 15 minutes. Après ça, il aura besoin de faire une pause. Et par exemple, si vous voyez un peu plus loin, 8 à 10 ans, eh bien, il va pouvoir faire 20 minutes de suite. 10 à 12 ans, 25 minutes de suite. Un ado, maximum 50 minutes de suite, avec à chaque fois un moment de grande écoute, un creux attentionnel et de nouveau de l'écoute. D'où un besoin de faire les pauses. Alors, de nouveau, là, ce sont des indications, des tendances, mais c'est là aussi l'intérêt d'aller observer votre enfant et les caractéristiques de votre enfant. La deuxième chose qu'on peut observer, c'est que l'autonomie, eh bien, ça s'apprend et ça ne va pas être la même chose suivant l'âge de l'enfant. Une des questions qu'on a très souvent, Cynthia et moi, de la part de nos patients, c'est mais qu'est-ce que je peux en fait attendre de mon enfant? Et ici, on a vraiment essayé de faire la recherche d'un site qui pouvait bien rassembler ces informations. Et c'est Naître et Grandir, il y en a certainement d'autres, mais Naître et Grandir est un site et vous avez le lien qui se trouve en dessous de cette slide. C'est un site qui est vraiment relu, validé par des scientifiques et qui est vraiment remis à jour très très souvent et qui est subsidié par l'État, je crois, au Canada. Et qui du coup ici eh bien, a plusieurs articles qui vraiment vont dire qu'est-ce que je peux attendre d'un enfant quand il a moins de 2 ans, 2 à 3 ans, 3 à 5 ans, etc. Donc si je prends un exemple ici, alors
Cynthia, il faudrait que tu me rappelles ce qu'on avait dit de dire. Alors, les Euh, moins de 12 ans, on peut les moins de 12 ans, ah voilà. pardon, par la plus révélateur. Pour un enfant de moins de 2 ans, donc comme on est dans le rangement, c'est par exemple, hem, déposer, ses vêtements dans le linge sale parce que vous verrez, ça peut faire, une sorte de jeu pour les enfants. Parce que ramasser, ranger ses jouets, beh, parfois, il va nous faire son terrible tout s'il le commence tôt et donc il voudra pas. Ensuite, de 2 à 3 ans, on avait, dit, c'était, si je me rappelle bien, ranger ses souliers. C'était ça? Tout à fait, parce que j'ai retrouvé là où j'avais mis du Ah flou. voilà, eh ben, super et Voilà, donc donc dire ben, je les te laisse continuer. Vas-y. OK et alors les 3-5, alors on peut lui demander de faire son lit, on peut lui demander de ranger ses vêtements dans le tiroir, et alors ça, vous verrez, on l'expliquera après, du moment que c'est rangé, c'est OK. Parce que parfois, on peut être perfectionniste en tant que parent et se dire: «Ben mince, il a pas rangé, comme j'avais envie, ses chaussettes sont pas pliées de la bonne façon». C'est OK, pas de panique, c'est rangé, donc c'est super et félicitez vos enfants et plus tard vos ados parce que ça va renforcer leur autonomie et du coup l'envie de ranger aussi. Merci beaucoup. Et 3-5 ans, ce qu'on avait envie de vous donner comme exemple, c'était ranger ses vêtements dans les tiroirs, nettoyer sa place à la table. Voilà. Voilà. Et alors ici, le petit œil en bas à droite, il est là pour rappeler de nouveau d'observer votre enfant et de ne pas rester rigide par rapport à ces listes, dans le sens où, et je crois qu'on l'a encore mis en dessous, mais je réinsiste, c'est que nos enfants sont tous uniques et ils ont des caractéristiques propres. Et donc, je crois que c'est justement ça, les compétences d'organisation. Alors, les compétences d'organisation, c'est quelque chose qui s'apprend tout au long des années. Même, je crois qu'en tant qu'adulte, on peut dire qu'on continue de les apprendre. Mais on peut voir quand même des grandes différences entre les individus. Il y a plusieurs choses qui peuvent jouer. On en vous en cite 3. La première chose, c'est la fatigue. Nous, les parents, eh bien, on a une fatigue accumulée d'année en année, un manque de sommeil vraiment en nombre d'heures qui est gigantesque. Eh bien, ça a de l'impact sur nos fonctions exécutives. On est clairement beaucoup moins capable de s'organiser quand on est épuisé. Et parfois, du coup, l'action principale pour pouvoir mieux s'organiser, c'est parfois comment est-ce que je peux mettre en place des choses pour récupérer de l'énergie physiologique. J'aime bien ton exemple aussi de fatigue, Cynthia, si tu veux le dire, de 18 heures, qui est un peu un autre élément de fatigue, mais vas-y. Exactement, donc à 18 heures, c'est un peu l'heure fatidique pour tout le monde. En plus, c'est l'heure du bain et donc on est un peu tous surexcités parce qu'on a cette baisse de fatigue, de l'école, d'excitation, du boulot et donc donner le bain à cette heure-là, on a un peu peur parce qu'en fait, le bain, ça va gicler de partout, on va inonder la baignoire. Vous allez voir, vous allez avoir vos cheveux qui gonflent, vous allez vous transformer en Hulk, l'enfant pareil, donc ne prenez pas. Évidemment, on en revient à la société, les horaires de travail ne sont peut-être pas faits pour, mais évitez 18 heures. Et alors là, Nathalie, j'ai une question pour toi. Mhm. Donc j'ai quelqu'un, donc Elena, qui me demande, comment enfin, est-ce qu'on peut donner des exemples pratiques, à quoi ressemblent les pauses chez les enfants? Est-ce que tu peux y répondre? On y répondra après, enfin voilà. Eh ben, je note la question et j'y répondrai tantôt, parce qu'en effet, il y a différents moyens et donc je l'illustrerai après. Je la garde pour tantôt. Voilà, mais merci pour la question. Euh, Au niveau du tempérament, eh bien, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, que ce soit chez vos enfants et surtout ceux qui ont une fratrie, ils ont la chance de l'observer au sein de leurs enfants dans la fratrie, mais même chez vous et les personnes que vous connaissez autour de vous, eh bien, il y a des personnes qui vont être plus créatives ou qui vont être plus, je sais pas moi, empathiques et qui vont être surtout tournées vers les personnes, et cetera, et qui vont peut-être être moins tournées sur des compétences vraiment innées comme ça d'être très, très organisées de base. Nous sommes différents au niveau de tempérament. Et donc, quelqu'un qui est organisé de base, dans cet aspect-là de la parentalité, ça va être plus simple. Et peut-être que cette personne-là, elle aura plus de mal à mettre des mots sur ses émotions ou aider l'enfant à mettre des mots sur ses émotions. C'est possible ou pas. Mais donc, il y a des différences de tempérament. Et puis, ne pas négliger les caractéristiques propres aussi, comme par exemple le trouble de l'attention, les TDAH,
ou les troubles du spectre de l'autisme, qui est un des besoins spécifiques qui génère le plus de stress dans la parentalité. Parce que certains enfants ont des caractéristiques et des besoins spécifiques propres qui vont faire que ça va être encore plus énorme le besoin de mettre en place des choses très, très routinières, très organisées, encore plus que pour les personnes lambda. Et n'en parlons pas si le parent a ses besoins spécifiques et que l'enfant aussi, ça c'est la combinaison gagnante. Mais c'est là où toutes les petites astuces très pratiques qu'on va vous donner là maintenant peuvent aider, nous l'espérons. Les conditions qui favorisent l'endormissement, c'est encore le dernier point qu'on voulait mettre ici sur comprendre qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut participer à faire ce disjonctage de fin de journée, de tunnel du soir. Ce sont des éléments, en fait, de l'information qu'on ne connaît pas, en fait, quand on est parent, mais qui est tellement, tellement utile de les connaître. J'aurais aimé, en fait, il y a 6 ans, quand j'ai eu ma première fille, connaître ça. 3 choses, et ça fait partie du tunnel du soir vu que, ben, il y a ce moment où on va vers le dodo et on voit que les enfants sont surexcités, qui veulent pas aller dormir et cetera. 1re chose, je vérifie quand même mon timing. OK. 1re chose ici, c'est, il y a un besoin de diminution du taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Parce que cette hormone du stress, eh bien, elle empêche l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine, de se sécréter. La 2e chose, c'est la 2e petite icône, c'est la lumière. Au plus elle est chaude, au plus, eh bien, il va y avoir cette sécrétion de cette hormone de mélatonine qui va se produire. Si c'est la lumière de la journée, eh bien, ça va pas se sécréter. Et puis la température du corps, pareil. La température du corps, elle doit être rabaissée pour pouvoir, avoir aussi ces bonnes conditions qui vont permettre au corps de pouvoir aller vers l'endormissement. Alors, je vois quand même que nous prenons plus de temps que prévu, et donc je vais peut-être vous dire que par rapport à ça, il y a toute une série d'astuces que je ne peux pas peut-être dire là maintenant tout de suite comme ça. Peut-être vous donner un exemple concret qui est que le bain, eh bien, il y a une méta-analyse en 2019 qui a été faite que quand on prend un bain qui est très chaud 1 à 2 heures avant le coucher, ça réduit le délai d'endormissement. Parce que ça a tout un effet sur la circulation sanguine, mais 1 à 2 heures avant le coucher, c'est le moment où on rentre de l'école. Donc tout ça est très, très compliqué, et donc quand c'est pas faisable, et ce sera pas faisable pour beaucoup de parents, alors quand on veut faire un bain qui est juste avant de dormir, pour l'enfant, même pour nous-mêmes, ça va être intéressant de le faire avec plutôt une eau tiède, et pourquoi pas même dans la pénombre pour pouvoir avoir cette sécrétion de mélatonine qui va se créer. On n'est pas tous égaux face à la lumière, et donc cette sensibilité, aux lumières chaudes et pour la création de la mélatonine. Pour vous donner un exemple, 30 Lux, qui est une rue très éclairée, suffit à diminuer la production de mélatonine par 2. Une lampe classique peut retarder l'endormissement de 109 minutes. Une liseuse peu lumineuse retarde l'endormissement de 10 minutes, et les personnes les plus sensibles, même avec une liseuse peu lumineuse, pardon, de 10 lux, eh bien, cet taux de mélatonine va chuter de la moitié. Alors que les personnes les moins sensibles, eh bien, ils peuvent avoir une lumière vive de 400 lux, qui est l'équivalent d'une lumière intérieure brillante remplie de LED, eh bien, c'est que là que ça va chuter de moitié. Donc, en gros, ça, ce sont des choses qui, au niveau de l'environnement, peuvent avoir un impact en fait énorme. Et ces infos, elles sont retrouvables dans ce livre d'Héloïse Junier, Les sommeils du jeune enfant, mais qui sont utiles aussi même pour des enfants plus grands parce que c'est sur la physiologie, sur des données scientifiques. C'est hyper facile à lire, c'est très très bien fait et c'est très complet. Alors pour simplifier, comment est-ce qu'on va faire? Donc si on reprend notre idée, comprendre, mais après, c'est les 4 questions de comment est-ce que je vais pouvoir simplifier, transformer en routine, planifier, anticiper et répartir les tâches. Pour simplifier, s'il vous plaît, simplifiez-vous la vie. Soyez doux envers vous-même. J'ai la petite image ici entre 1980 où ce qu'on demandait, c'est s'assurer que son enfant mange à sa faim et étudie pour bien réussir, et ce qu'on attend des enfants maintenant. Cynthia, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais Oui, chez moi. moi, les personnes que j'accompagne, en effet, ont un niveau d'exigence et des choses qui se mettent sur le dos qui sont tellement gigantesques. Et vraiment, dans l'organisation de ces tunnels, au vu de ce que la société nous donne comme conditions de parents, quand vous pouvez le faire, simplifiez, simplifiez, simplifiez. On va vous donner des exemples concrets juste après.
C'est simplifier et essayer de lâcher prise. C'est si c'est un peu je me répète, mais si c'est pas fait comme vous voulez ou que vous avez du mal à demander de l'aide et que voilà, c'est fait, pas tout à fait comme vous, c'est OK, c'est fait. L'idée parfois, c'est peut-être de lâcher prise sur ces fameux rangements, de se et de se dire: «OK, je passe un temps de qualité alors avec mon enfant ou mon ado ou mon couple». Parce que ça va éviter aussi de monter des pressions et de s'épuiser. Donc voilà, écoutez-vous bien et moi j'ai toujours envie de vous dire, imaginez votre petit Jiminy Cricket, enfin je vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais il va bien vous guider. Il vous guidera dans: «C'est OK, ça fit avec mes valeurs» ou «Ça ne fit pas». Et pensez aussi à cette image de, l'avion avec le masque à oxygène. Si vous n'avez pas assez d'oxygène, vous ne le mettez pas en premier chez vous, ben vous ne serez pas capable de le mettre chez votre enfant ou votre compagnon ou l'inverse, votre compagne. Donc voilà, c'est important de pouvoir être bienveillant envers soi-même et de se dire: «Je fais de mon mieux et c'est super». Et alors, ça vaut d'autant plus le coup quand on a comme ça les périodes les plus dures, les plus fatigantes, les plus stressantes, des périodes au travail où on est particulièrement sous pression, où on a des délais, très, très courts, les périodes aussi, d'examen de nos enfants quand on a des ados, des périodes de rentrée scolaire. Ces périodes plus stressantes, simplifiez-vous encore plus la vie en faisant quoi, par exemple? Des surgelés. Le nombre de parents qui n'osent pas se permettre les surgelés, des surgelés. Il existe tout en surgelé et ça peut vraiment simplifier la vie. Dans les astuces des familles nombreuses, les commandes de courses en ligne. Alors, il y a Colruyt, je vous ai mis l'exemple ici avec Collect Go et les livraisons à domicile, mais toutes les grandes enseignes quasiment maintenant le font et même les magasins vrac de plus en plus le font. Alors sur Bruxelles, il y a Barn par exemple qui le fait, mais donc il y en a sans doute tout à fait aux autres endroits de la Belgique, mais en tout cas, ça c'est vraiment quelque chose qui peut simplifier la vie. Les familles nombreuses nous disent aussi les menus de la semaine les aident beaucoup aussi à simplifier la vie pour qu'au moment même de la journée, il n'ait pas à réfléchir: «Ah, c'est ça qu'on doit faire». C'est noté, c'est présent, tout le monde est au courant dans la famille. Un autre qui est très, très, très marquant pour moi dans les personnes qu'on accompagne, c'est le nombre d'activités extrascolaires. Très souvent, les parents que j'accompagne et dans l'atelier perfectionnisme notamment, ont des enfants, parfois 2, 3 enfants, qui ont chacun plusieurs activités et du coup, ils passent leur temps à faire le taxi. C'est OK que votre enfant n'ait qu'une activité. C'est OK que vos enfants n'aient pas ces activités parascolaires ou extrascolaires pour vous simplifier la vie, surtout si vous avez eu une année particulièrement chargée et que vous êtes particulièrement épuisé. Et puis, je veux juste rebondir et après je te laisse, c'est aussi Vas-y, vas-y. important, que ce soit un enfant ou un ado qu'il apprenne à s'ennuyer. Parce que comme on nous fournit comme nous plein d'infos tout le temps, beh, l'ado ou l'enfant, ben, il sait pas ce que c'est s'embêter et donc du coup, bah, son imagination peut-être ne travaille pas parce qu'il va aller regarder les écrans ou on le charge de plein d'activités et c'est très chouette, mais laissons-leur un peu de temps libre. Ils ont quand même déjà beaucoup de devoirs très jeunes et donc c'est important de ne pas épuiser non plus l'enfant et de laisser place à cet ennui. Moi, j'ai souvent dans mes consultations des enfants qui me disent: «Beh, moi j'ai besoin d'être occupé tout le temps» et le parent, ça le stresse quand son enfant n'est pas occupé, mais c'est OK et c'est même OK de le mettre devant la télé, c'est pas grave tant qu'il y a un équilibre. Mmh. Voilà. Ouais, merci Cynthia. Mmh. Alors, c'est OK que l'enfant y prenne un bain toutes les semaines, qu'il soit lavé au lavabo. C'est OK que les cheveux, eh ben, ils soient gras le matin de temps en temps. C'est OK et OK et OK, encore et encore tous 2 exemples comme ça. Alors, transformer en routine. En quoi ça va être vraiment intéressant? Chez l'enfant, en répétant de manière stable, toujours dans le même ordre, avec très peu de variabilité, vous permettez en fait au cerveau de l'enfant d'anticiper ce qui va lui arriver. Or, un cerveau surpris, c'est un cerveau stressé. Et le jeune enfant, il n'est pas temporalisé. Vous lui dites une minute, une heure, une journée, une semaine, un mois, il ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc, le fait de répéter, s'il sait que, par exemple, il y a le bain,
il sait dire après, il va y avoir les histoires ou il va y avoir les pyjamas. Et donc, c'est ce qui va lui permettre de temporaliser. Chez l'ado, Cynthia, je te laisse peut-être là dire un mot. Alors, chez l'ado, j'y reviendrai plus Ah tard. bah, parfait. Steph, ben, voilà, c'est un peu, il va régresser, enfin voilà, par rapport, son cerveau ne sera pas mature comme l'enfant et on peut faire un parallèle avec le Terrible two, mais j'y reviendrai un peu plus OK, tard. ça marche. Et chez le parent, eh ben, chez le parent, c'est aussi hyper utile de faire le maximum de routines possible. Pourquoi? Eh bien, parce que ça diminue la charge mentale. Une fois que la routine a été mise en place, ça va être l'automatique qui va le faire, et donc on ne doit plus y penser. Mais là, j'ai mis un petit point d'attention, qui est que parfois, eh bien, il y a des freins à la mise en place de routines et que là, c'est très intéressant d'aller explorer, mais pourquoi, au fond, je n'arrive pas, moi, en tant qu'adulte, à mettre en place des routines. J'ai accompagné des parents et donc c'est là que je mets s'interroger son rapport à la routine. Je me souviens de deux parents qui étaient dans des ateliers sur la gestion du temps et des priorités, qui étaient tout à fait différents. Et pour un des parents, la structure, le fait d'être très organisé, ça représentait la sécurité. Alors que pour l'autre de ce groupe-là, la routine, c'était équivalent à la mort. Le fait de la routine, c'était l'immobilité, c'était la mort. Quelqu'un pour qui la routine, c'est la mort, on aura beau lui donner tous des outils concrets, et cetera, tant qu'il aura au profond de lui l'impression, enfin, ou vraiment cette représentation que la routine, c'est la mort, il ne changera pas, il ne mettra pas ça en place. Donc, de vraiment s'interroger, qu'est-ce qui pourrait me bloquer à mettre ça en place? Et alors, peut-être un autre frein à la mise en place, eh bien, c'est que ça demande un temps d'arrêt pour stopper, en fait, le hamster qui est dans sa roue et qui est dans sa roue et qui est dans sa roue, de sortir le hamster pour pouvoir mettre en place cette nouvelle routine, pour permettre de se remettre en marche. Et donc nous, c'est pour ça qu'à la Ligue, on a souhaité, eh bien, vous simplifier la vie en créant déjà certains outils, même s'ils sont imparfaits, et c'est très bien, Cynthia le disait encore tantôt, parfaitement parfait, pour vous aider que cette partie de temps d'arrêt soit la plus courte possible. Donc on a essayé vraiment de simplifier en vous créant déjà ces outils. Alors ça, c'est un des outils qu'on a créé qui est une manière de symboliser la routine du soir pour un enfant et qui va être, donc par exemple, découpée avec l'enfant parce que au plus vous allez impliquer l'enfant pour la faire, au plus il va trouver ça rigolo et ludique de le faire et au plus il va s'impliquer à le faire. Et donc là, c'est comment vous faites, vous allez chez Veritas ou dans un supermarché, vous achetez des scratchs, ils en vendent dans les deux endroits et alors, vous collez pour que l'enfant, chaque fois qu'il ait fini une tâche, donc par exemple, bon, là, c'était celui qui est photographié, c'est celui du matin, mais c'est par exemple, une fois que je me suis habillée, hop, j'ai mis mon pyjama, je scratch. Une fois que j'ai fait les dents, je scratch, etc. Il existe aussi des routines sous forme d'histoire qui peuvent exister, qui peuvent bien simplifier les tunnels du soir, comme la routine des Les Dents et Dodo, qui est un podcast réalisé qui dure 3 minutes, tout juste le temps de faire les dents, et qui est une petite histoire qui fait passer le temps et qui aide les enfants, les ados à pouvoir simplifier ce moment dedans qui est pas très agréable. Il y a aussi des donneurs de temps pour les enfants. Alors on a mis les marques ici, hein, pour que si vous pouvez les acheter. Il en existe plein d'autres, on n'a pas de sponsoring sur les marques, mais c'est pour de nouveau vous simplifier la vie. Ça peut être, utile d'avoir des sabliers qui représentent chacun avec des couleurs différentes, des temps différents, tout comme des minuteurs, comme vous voyez à droite avec des animaux, qui vont diminuer petit à petit. Il y a aussi des applications comme l'appli Lickety Split, qui sont des petits bonshommes qui vont dire il reste plus que autant de temps, blablabla. Enfin bon, bref, qui vont vous aider à mettre du fun pour vos enfants et leur donner de la motivation à pouvoir se mettre à la tâche. Tout comme mettre une chanson, c'est aussi un donneur de temps pour un enfant. Alors, ce site web, donc désirdel.org/autonomie, c'est un site web sur lequel vous allez retrouver énormément de routines pour tous les âges qui sont déjà faites, que vous pouvez aller charger de façon gratuite, imprimée, etc. Et qui, en fait, merci beaucoup à ces professionnels-là, ont été créés au départ pour les parents d'enfants autistes
enfin pardon, qui ont le spectre de l'autisme, parce que ces parents ont particulièrement besoin du coup d'installer les routines, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc ces professionnels là ont déjà recensé toute une série de choses qui existaient sur les sites web actuellement. Et donc c'est vraiment un site web sur lequel je vous invite à aller pour aller chercher celui qui vous parlera le plus pour votre famille. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Donc, on avait dit, première étape, observer. Ensuite, qu'est-ce que je peux simplifier? Qu'est-ce que je peux transformer en routine? Et puis, qu'est-ce que je peux anticiper, faire à l'avance, planifier? Ce qu'on va vraiment vous inviter à faire, c'est d'avoir un rendez-vous hebdomadaire en famille pour planifier ensemble la semaine. Pareil, cet outil-là, on l'a créé ici à la Ligue des familles. Vous pourrez le charger, l'imprimer. Vous pouvez aller dans un magasin d'imprimante pour vous demander qu'ils vous le plastifient. Comme ça, vous pouvez écrire avec un feutre et effacer dessus. Et comme ça, chaque semaine, vous pouvez l'effacer. Et vous pouvez découper aussi toutes les petites figures, enfin les petites icônes à droite et les scratcher avec le système de scratch, comme on disait tout à l'heure. Mais l'idée, c'est d'avoir une routine de planification ensemble dans la famille qui est tout le monde dans la famille, par exemple le dimanche après-midi ou le dimanche soir ou dimanche matin, le moment qui vous paraît le plus opportun, eh bien, vous vous mettiez autour de ce planning de la semaine et vous regardiez ensemble, eh bien, le lundi, le mercredi, le samedi, c'est les jours où les cheveux sont lavés. Le lundi, le mardi, le mercredi, c'est maman qui dépose. Le jeudi, le vendredi, c'est papa. Et le fait que l'enfant va faire ça à l'avance, eh bien, le jour même, il sait ce qu'il attend et ça va diminuer aussi son taux de stress ou son opposition parce que le cadre aura été bien clair. Et Oh, j'avais juste vas-y, envie vas-y, Cynthia. de Oui? si tu me permets, par exemple, dans les familles qui sont séparées, on peut aussi mettre, l'image du parent. Une petite photo de papa ou maman et ou même dans les familles, qui ne sont pas séparées, mais parce que comme ça, le parent voit qui parce qu'il y a parfois des parents, ils ont un peu plus de mal avec papa pendant une période et donc ils vont râler, mais là, ils savent que c'est papa, ils sont prévenus et donc ça les aide. Voilà. Et ce qui me fait penser à une autre astuce que je n'ai pas citée tantôt pour les routines, qui est qu'avec un enfant en bas âge, on peut en fait prendre une photo de l'enfant qui se brosse les dents, prendre une photo de l'enfant qui met son pyjama ou ce genre de choses, et que ce soit ça qui soit utilisé. Parfois, pour certains enfants, ça va être plus facile d'être pertinent que ce soit la photo de l'enfant qui le fait plus qu'une icône. Alors, ce rendez-vous hebdomadaire, il peut aussi être fait en famille avec l'aide d'applications. Il existe notamment l'application Family Wall, qui est une application qui est très très bien faite pour l'organisation des repas familiaux, des listes de courses, de l'organisation familiale de façon générale. Il y a une partie gratuite et peut-être une partie payante plus approfondie. Mais aussi ce rendez-vous hebdomadaire, on va vous inviter vraiment à le planifier ensemble en couple. Alors si mon partenaire est là aujourd'hui et c'est possible, en train de regarder ce webinaire, il va reconnaître ce tableau. Ce tableau, c'est celui que nous utilisons dans notre couple. Et chez nous, c'est le dimanche soir qu'on fait ce tableau. Ça fait depuis maintenant bien 6 mois ou même peut-être, je sais plus, ouais, 6 mois ou un an qu'on le fait. Et ça nous a vraiment permis d'éviter beaucoup de tensions au sein de la semaine sur qui va chercher qui le matin, en soirée, qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qui est prévu pendant la semaine. Et on l'a même, en fait, ça s'achète chez Emma, ces tableaux-là. Et on l'a même divisé avec le temps sur 2 semaines pour vraiment bien avoir à l'avance. C'est vraiment des choses qui peuvent simplifier le quotidien, tout en gardant en tête cette réflexion de quand on revient du travail, le premier besoin physiologique, et on l'avait dit tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mettre un moment de pause dans la famille, puis un moment plus actif, et puis un moment de ralentissement avec des lumières plus chaudes dans la maison, peut-être les rideaux tirés, des lumières chaudes qui sont allumées, on parle à voix basse, on a une musique qui est vraiment, qui va ralentir au niveau physiologique tout notre corps, etc. Mais d'avoir vraiment, de planifier à l'avance qu'il y a 3 temps dans ces tunnels de soir, un moment de break qui est nécessaire, un moment plus actif et un moment de ralentissement. Ça, c'est vraiment Ingrid Baillot qui disait, mais les familles, qui est en fin de carrière, qui dit, mais les familles auraient tellement à gagner, en fait, à avoir cette réflexion-là de planification familiale. Voilà.
On revient peut-être à ce moment de pause. Ici, dans les exemples de pauses qui peuvent être faites, eh bien, ça peut être, heu, sur le trajet du retour, de faire des exercices de respiration en pleine conscience. Ça peut être, d'avoir un moment de dessin, je sais plus comment on appelle ça, ces dessins de Mandalas? Des petits mandalas? des mandalas qui sont des activités que souvent les enfants aiment bien, en tout cas à un certain âge, et le parent peut aussi tous les 2 vraiment descendre, voilà. Ça peut être mettre un écran, dans certaines familles pour le parent d'avoir un moment sa pause et l'enfant aussi. Ça peut être, je me souviens quand j'étais, avec un enfant, qui était vraiment en bas âge et que j'allaitais, on avait accroché un hamac sur notre balcon, et bien, c'était un moment où on était dans la l'hamac et j'allaitais. Bref, c'est un on a plein de manières différentes de pouvoir faire cette pause et c'est vraiment à vous à sentir comment est-ce que, pour moi, pour mon enfant, pour notre système familial, comment on pourrait se mettre en place cette pause. Répartir la tâche. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Alors, responsabiliser donc aussi sur les tâches au service de la communauté familiale. Alors je dis souvent que dans certaines, classes, il y a des bonnes inspirations à prendre parce que les classes, ils doivent gérer, 20-30 enfants et donc ils doivent vraiment s'assurer que les tâches soient réparties et parfois aller jeter un coup d'œil dans vos classes de voir comment c'est fait. Mais donc ce sont tous des exemples de choses qui peuvent être faites. L'arbre des services, pour, les familles nombreuses, ça peut être sous forme de pince à linge, ça peut être une roue qu'on tourne, ça peut être des petits colliers qu'on met avec, cette semaine, c'est le collier que j'ai, c'est celui de, «Je dresse la table», et cetera. Mais pour ce point, une des choses que je souhaitais vraiment communiquer ici, c'était si votre enfant, vous voyez qu'il ne se met pas à l'action, votre enfant, vous répétez que vous souhaitez qu'il range, mais il range pas. Et vous avez beau essayer, il range pas. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, mais qu'est-ce qui se passe derrière ce comportement? Et de vous poser ces questions précises, qui sont en quoi ce comportement est utile pour cette personne. Donc, à ce niveau-là, pour votre enfant, en quoi ça peut bien lui servir et que veut-il me dire? On parle de la fonction des comportements, c'est l'analyse fonctionnelle pour ceux qui voudraient aller voir plus loin. Parce que très souvent, que ce soit pour les enfants ou les adultes, quand on a un comportement, en fait, c'est pas là par hasard. Ce comportement-là, il nous permet soit d'obtenir quelque chose ou d'éviter quelque chose. Et donc c'est vraiment une question très importante, très intéressante à avoir en tête. Je ne sais pas si Cynthia, tu as un exemple comme ça qui te vient en tête pour illustrer ça? Moi, j'ai un exemple, mais qui vient plus du matin, en tête. Répéter, je t'écoutais, mais je réponds aux questions en même temps, donc Ah oui, c'est oui, oui, excuse-moi, OK. Non, mais c'est pas grave, je l'aborderai du coup plus pour le tunnel du matin. Alors ici, c'est une étude qui a été faite et que je trouve vraiment très pertinente de vous partager aussi, qui a été faite dans une classe, mais qui est reproductible aussi pour la famille. C'est qu'est-ce qui fait qu'il y avait ces troubles du comportement beaucoup dans les classes et qu'est-ce qui pouvait avoir de l'impact pour une meilleure discipline en classe? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, les sanctions, eh bien, ça aidait, mais pour 10 les conséquences. C'est vrai qu'il s'est utilisé conséquence ici. Mais, celui qui avait le plus d'impact, c'était la relation. Et donc, c'est aussi comment est-ce que je vais pouvoir nourrir la relation avec mon enfant? Parce que ça va aussi aider à ce qu'il s'implique plus à réaliser ses tâches. Or, avec nos vies super chargées et l'épuisement parental qui peut être là, on est le top 3 du pays où il y a le plus d'épuisement parental, eh bien, parfois, ça a eu des impacts sur les relations avec les enfants. Et donc, c'est parfois une des choses en premier à aller nourrir, et après l'enfant se rend compte qu'une fois qu'on a nourri ça, en fait, il se met à faire les tâches de la maison beaucoup plus facilement. Alors les règles, toi tu en reviens Cynthia, donc je vais peut-être pas aller plus loin. Il y a des exemples pour mettre un cadre clair donc de règles, des cadres clairs de sanctions. On a des ateliers qui sont vraiment dédiés à ça, donc je passe un peu plus vite cette partie. Ce site web-là, il est super intéressant parce que vous avez des vidéos de 2 minutes qui ont été faites de nouveau pour, les familles qui ont du spectre de l'autisme, mais qui sont en fait accessibles pour n'importe quel parent qui a des enfants en bas âge, pour aider, voilà, j'aide Sam à ranger, faciliter la compréhension de la consigne. C'est des vidéos de 2 minutes remplies d'astuces super concrètes. Ça s'appelle 2minutespour.org et c'est un site qui peut vraiment vous être super utile.
Alors, pour le rush du matin, tout ce qui vient d'être dit va vous être utile. Tout ce que vous allez pouvoir faire pour simplifier, tout ce que vous allez pouvoir faire pour mettre en place des routines, tout ce que vous allez pouvoir faire pour planifier et pouvoir répartir à la tâche. Le point qu'on aimerait mettre en particulier en avant ici, ça va être qu'est-ce que vous allez pouvoir préparer la veille, parce que tout ce que vous allez pouvoir préparer la veille, ben, forcément, ça va vous faire gagner le matin. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que ça va vous être utile de préparer la veille? C'est parce que ce qui va nécessiter des choix va créer des hésitations, va créer du temps et va créer des tensions le matin. Et donc, au plus vous allez préparer la veille, les vêtements de l'enfant, les boîtes à collation, les gourdes, la table du petit déjeuner, etc., au plus, en fait, vous allez simplifier le matin et ça va vous aider. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite vraiment à faire et je l'ai mis ici volontairement après le tunnel du soir parce que pour pouvoir, mettre ça en place la veille, eh bien, c'est aussi en ayant aidé et simplifié ces tunnels du soir. Parce que si ces tunnels du soir, en fait, sont déjà infernaux, qu'on est sur les genoux, qu'on n'a plus d'énergie, qu'on est complètement dépassé et c'est vraiment compréhensible d'être passé par là aussi, eh bien, le fait de travailler ça en premier, eh bien, on va se rendre compte que l'enfant, s'il va être plus autonome, qu'il va ranger plus, eh bien, pendant que lui range, moi, je vais pouvoir ranger aussi, ce qui fait que je vais pouvoir déjà préparer la table du petit déjeuner, et cetera. Donc, tout se tient, en fait, quelque part. Nathalie, je te coupe, j'ai une question, Oui, de Caroline Martinez, oui. qui demande si on va aborder la situation du parent solo. Je ne pense pas, mais Alors, le parent solo, pour moi, pour le parent solo, il y a énormément de ces choses qu'on vient de dire qui sont utiles. Vous D'accord. supprimez juste la partie, le fait de prendre le couple, pour faire ça avec le couple, mais la mise en place de routine, le fait de faire participer l'enfant, d'impliquer l'enfant, va être d'autant plus nécessaire quand vous allez être dans une famille monoparentale parce que, vous n'avez pas ce relais de la deuxième personne qui est là dans le quotidien. Et ça peut être aussi, alors ça peut être une contrainte, mais ça peut être aussi un bénéfice parce que peut-être que votre compagnon, votre compagne ne sera pas OK et qu'il y aura des tensions. Donc voilà, on peut le prendre des 2 côtés. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à votre question, Caroline. Mmh. Mais on est bien clair que les familles monoparentales, et je lisais encore plusieurs articles ici récemment, sont particulièrement, confrontées à ce problème d'organisation parce que, eh bien, elles doivent tout gérer. Financièrement, pour arriver à tout mener, eh bien, elles doivent, très souvent travailler et faire parfois des temps pleins encore plus que les autres qui en et alors qu'elles en auraient encore moins besoin d'être encore plus en temps partiel. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment des combats qui se font aussi, d'avoir un statut particulier pour les familles monoparentales. Et sur Bruxelles, il faut vérifier pour les autres endroits, mais sur Bruxelles en tout cas, pour l'instant, il y a des subsides qui ont été libérés pour chaque commune. Il y a des rendez-vous qui vont se faire tout au long de l'année ici pour avoir des ateliers qui vont se faire le dimanche avec des systèmes de babysit parfois pour vous donner toutes ces astuces spéciales famille monoparentale tout au long de l'année ici, parce que la société belge est en train de se rendre compte que il y a des choses vraiment qui font que c'est en fait juste inhumain parfois d'être dans cette situation de famille monoparentale aujourd'hui. Tout à fait. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Le 9 octobre, si ça vous intéresse, je serai justement à une de ces tables rondes, pour répondre, aux questions et éviter, enfin la prévention du burn-out parental. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter par mail et alors je vous donnerai l'adresse et comment ça se passe, pour cette table ronde. Mais voilà, je vais animer, ça justement parce que quand on est une famille monoparentale, on a plus de risques aussi, d'être en burn-out et il faut faire de la prévention. Voilà. Voilà, merci beaucoup. De Alors rien. pour le hall d'entrée, ce que j'aimerais peut-être ajouter, hormis tout ce qui vient d'être ajouté juste avant, c'est alors désolée Olivier si tu es là aussi, c'est aussi un exemple de chez moi d'il y a quelques mois, enfin de chez nous du coup. On s'est rendu compte donc qu'on avait le hall d'entrée qui très souvent était, en désordre et
on a vraiment travaillé dessus. Et la toute première étape, c'est la même que quand je disais par rapport aux stars, là. La première étape est vraiment d'observer, un peu comme en permaculture, d'aller observer, mais qu'est-ce qui est en train de se jouer ici chez nous? Pour voir, mais c'est quoi la réalité? Et la deuxième chose, ça va être de libérer un temps pour le faire. Parce que, comme je le disais plus haut, le fait de mettre en place une nouvelle, enfin, une nouvelle organisation va nécessiter un petit temps dégagé d'enfants, donc prendre un demi-jour de congé, une pause de midi de télétravail, un jour de week-end où vous arrivez à vous organiser avec d'autres parents de l'école ou avec les grands-parents ou quoi pour arriver à vous organiser. Et alors, ce qui est vraiment invité à faire, c'est la toute première étape de trier et de retirer vraiment tout ce qui n'est pas de saison et tout ce qui, enfin, d'avoir qu'un élément par, allez, enfin, enfin, entre guillemets, je vois le temps qui passe. En gros, d'avoir ce qui est, comment dire ça? Tout ce qui n'est pas utilisé au quotidien, de le mettre ailleurs et tout ce qui est hors saison, le mettre ailleurs et d'avoir pas plus d'objets que de place disponible, d'avoir qu'un seul espace pour un seul élément de rangement. Alors je peux pas aller plus en détail là-dessus. On a une conférence enregistrée qui se trouve dans le lien juste en dessous, qui ne traite que la partie rangement et sur lequel vous allez avoir beaucoup plus de tips concrètes, et qui reprend cette, partie hall d'entrée plus en détail. Voilà. Pour les familles nombreuses, une des astuces qui peut vraiment être très utile, ça peut être le fait de mettre des codes couleurs dans l'entièreté de la maison. De travailler par code couleur est quelque chose qui peut vraiment être très utile. Voilà. Ou par exemple pour les rangements, des bacs à rangement de nouveau qui vont reprendre les mêmes codes couleurs que pour le reste, les serviettes, etc. Alors, Cynthia, pour les ados, excuse-moi, je te laissais, fait très peu de temps, mais donc, qu'est-ce que tu veux dire ici pour les ados? Alors, chez les ados, du coup, c'est toi qui... Donc, Oui, vas-y, excuse-moi. alors voilà. Je voulais d'abord commencer et je vais essayer d'aller assez vite. Donc, comme l'enfant est unique, chez l'ado, c'est à peu près le même schéma pour un enfant, sauf qu'à l'adolescence, il y a des changements hormonaux qui vont venir un peu perturber tout ça. Et les pères, on va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'on a un webinaire, du coup, le 9, c'est 9, ouais, c'est ça. le 9, sur les ados justement et la relation avec le parent. Mais ici, je voulais vous montrer à quel point l'ado peut être unique et qu'il peut être influencé par diverses choses, par son caractère, par l'environnement. Donc, l'environnement, c'est l'école, c'est, enfin voilà, les pères, c'est ses amis. Donc, ça va influencer aussi les attentes des parents. Il y a un changement identitaire, il est plus impulsif, les émotions sont à fleur de peau et donc, du coup, il y a une part de génétique aussi. Si par exemple, ben, votre ado, vous êtes HP, on sait qu'il y a une part de génétique là-dedans et donc ça vient un petit peu compliquer les choses. Mais donc voilà, essayez de... Ça, c'est un petit peu pour comprendre que l'ado, il est unique et qu'en fait, ce n'est pas de votre faute à vous les parents. Le message que je veux faire passer, c'est que si votre ado ne fait pas des choses, ce n'est pas que votre faute ou votre faute. C'est que l'ado, il fait parfois ses propres choix. C'est un peu comme quand l'enfant est dans le terrible two. Ben, vous avez beau lui dire faire des choses, il va dire non. Et l'ado, lui, c'est le oh non, j'ai pas envie. Et c'est parce que son cerveau aussi a besoin de plus de sommeil. Quand on parlait de temps de sommeil, un ado, c'est un peu comme un nourrisson, il a besoin de beaucoup dormir. Donc voilà, on peut passer à la slide Ouais. suivante. Et donc, chez les ados, ben voilà, c'est une période complexe à prendre en compte. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Et donc, on va faire un petit tour dans leur cerveau. En fait, ce qu'il faut savoir, ça vient surtout dans le développement du cortex préfrontal, c'est-à-dire, c'est une zone du cerveau qui gère le contrôle de l'impulsivité, donc aussi des émotions, mais aussi de tout ce qui est prise de décision et planification. C'est pas encore à maturation, donc ça n'est pas encore développé. Et donc, du coup, on peut. Donc, c'est pour Ah oui, ça que. pardon, excuse-moi. Ouais. Vas-y. Alors, du coup, si on part de ce postulat-là, je vous ai donné des petits trucs et astuces. Donc là, on est sur l'ado.
pour qui ne sait pas comment faire dû à cette immaturité. En fait, c'est l'impliquer dans la prise de décision, leur poser des questions. Donc, ça veut dire, tiens, comment tu as envie que ta chambre soit mise? Comment doit être mis ton bureau? Euh, Montrer comment, justement, avec des bacs de rangement, comment on peut mieux ranger les choses. Euh, donc, ça peut être aussi lui trouver quelque chose d'adéquat à sa spécificité. S'il est TDAH ou des choses comme ça, rajouter des choses, des petits gadgets justement pour qu'il puisse se concentrer. Donc, et c'est trouver un équilibre pour chacun, autant pour le parent que pour l'ado, au niveau de l'apprentissage. Donc, c'est parfois l'ado, on a l'impression que c'est de la mauvaise foi, mais c'est pas vrai. C'est qu'il ne sait pas. Donc, il y a parfois, vraiment, ils ne savent pas. Et le parent, bah, il dit, t'es grand, tu sais ranger. Ben non, en fait, il sait pas. Alors, Cynthia, je t'arrête juste 2 secondes parce qu'il est 13 heures, Ah, que voilà, c'était l'engagement au départ du début, que ce soit de 12 à 13. Et donc, exactement. je me permets de dire que ceux qui doivent partir, vous pouvez partir en soi. Il reste quelques slides sur cette partie. Et puis, nous, Cynthia, si tu es OK, on peut rester encore une dizaine de minutes pour répondre à des questions-réponses. Tout ça est enregistré, donc vous pouvez aller voir cette fin sur le replay si vous êtes... si vous devez nous quitter là maintenant. Et peut-être j'en profite, et puis je te relaisse la parole, Cynthia, pour dire que, eh bien, euh, voilà, ici typiquement, on est quelque part sur Tout à un thème fait. de l'organisation, or on dépasse notre temps, ce qui est quand même interpellant. Et j'ai 2 choix, moi, en tant que personne. Et j'aimerais vraiment vous partager ça parce que ça peut vous être utile aussi quand vous êtes parent. Il y a 2 choix. Soit mon cerveau me dit, oh là là, Nathalie, t'imagines un thème là-dessus, tu dépasses, mais t'es quand même vraiment tellement nul et tout. Enfin, vous voyez la machine à autocritique. Et puis il y a apprendre à, enfin, s'entraîner aux paroles qui font être douces vis-à-vis de soi-même. C'est vraiment un entraînement qui peuvent être, en fait, c'est comme ça. Eh ben, parfois, il y a une flexibilité qui est utile. Ou par exemple, il y a une phrase que j'aime beaucoup et que les parents me rappellent parfois, c'est parfois il y a des ratés. Bon, là, je ne considère pas que c'est un raté, mais voilà, ça, c'est un petit raté dépassé. Et c'est OK. Voilà. Et donc, c'est toutes ces petites phrases. Et voulais. C'était pour illustrer vraiment mon propos ici. Donc, Cynthia, je te laisse la parole. Et donc, si c'est OK pour toi, tu essaies de clôturer en quelques minutes ici cette Oui, tout partie à et puis fait. on fait les Je vais questions-réponses. Voilà. essayer. Donc, voilà, ici, on peut changer du coup de slide. Alors, on refait de nouveau un petit tour dans le cerveau de notre ado. Donc, c'est toujours lié au contexte, donc au préfrontal. En fait, l'ado, il subit de nombreux changements, mais il a une sensibilité forte à la récompense. Donc, en fait, c'est le plaisir immédiat. C'est un peu comme les enfants de 2 ans. Alors, j'ai voulu illustrer ça. Donc, pour l'ado, par exemple, ranger, à long terme, ça lui sert pas à grand-chose. Il est un peu comme Picsou, hein. Quand vous regardez Picsou, qu'est-ce qu'il a envie? C'est de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et donc, bah, du coup, il le veut tout de suite et il n'a pas envie de le partager. Eh bien, en fait, notre ado, c'est un peu Picsou. Vous allez voir pourquoi après. Mais on peut imaginer un ado en Picsou parce qu'il est dans le plaisir immédiat. Et donc, pour l'ado qui ne veut toujours pas ranger sa chambre parce qu'il est dans le plaisir pur, il est dans le truc immédiat, on peut négocier avec lui et lui dire, OK, mais si tu ranges, tu pourras quand même les bénéfices que tu peux avoir, c'est un temps d'écran supplémentaire, des sorties avec tes amis, parce que si tu ranges pas, bah forcément, tu as moins le temps. Lui montrer les avantages d'un rangement amélioré. Imaginons, il rêve d'un super bureau de gamer et bah, si sa chambre n'est pas rangée, il n'y a pas de place. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ce soit non plus que matériel, parce que sinon, l'ado, il va se dire, et même adulte, bon, en fait, je le fais, mais c'est que pour l'argent ou pour avoir un cadeau. Non. On peut aussi le valoriser de manière oralement, le dire, c'est chouette que tu aies rangé ta chambre, tu as fait des efforts. Et donc, l'ado se sent valorisé, aimé et prend de l'autonomie. Donc, voilà. Encore un petit peu, un petit tour dans notre petit cerveau. Ah, c'est la même. Ah Ah, on oui. a deux fois la même, pardon. Là aussi. Ah, voilà. Alors, celui qui ne veut toujours pas, on parlait des règles, donc c'est mettre des règles et un cadre clair. Donc la discussion avec les ados, c'est méga important.
mais on y reviendra plus tard. Il faut s'assurer qu'il ait bien compris les règles. Exemple, ton lit doit être fait et le linge plié, sinon tu as moins de temps d'écran ou tu ne vois pas tes amis. Évidemment, ça peut générer de la colère. L'idée, c'est que si vous montez tous les deux en colère, vous n'allez pas vous entendre, en fait, parce qu'on ne s'écoute pas quand on est en colère, on n'écoute pas l'autre. Donc, c'est chacun aller de son côté, respirer, Ah, et puis revenir et dire, OK, voilà, c'était ça la règle, c'est normal que tu étais en colère, mais tu l'as pas respectée. Voilà. Ensuite, et il y a ce manque de maturité émotionnelle de nouveau dans son cerveau. Et donc, en fait, l'ado, parfois, il ne se rend pas compte de en quel point c'est important d'avoir une hygiène et de ranger. Je ne sais pas si vous avez des ados, mais les ados, parfois, prendre la douche, il faut leur faire prendre de force. Ils mettent le pull qu'ils adorent en ce moment pendant un mois, ils schlinguent, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, là, l'ado, en fait, il l'oublie. Et il faut aussi savoir que l'ado est territorial. Ça veut dire quoi? C'est ma chambre, mon espace, c'est à moi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Donc, c'est aussi une manière pour lui d'imposer son caractère. Et donc, il y a une astuce pour l'oubli et puis il y aura une astuce pour l'espace territorial. Donc, si on peut changer de merci. slide. Pour l'ado qui oublie, c'est établir ces fameuses routines dont on a beaucoup parlé et installer des méthodes de rangement. Par exemple, c'est lui dire, OK, surtout pour les filles, c'est un peu stéréotypé, désolé, on met toujours 20 ans pour savoir ce qu'on va mettre. Et même le matin même, on arrive encore à changer. Mon amoureux vous le dira. Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, OK, tu mets ça, tu ranges bien, tu prépares ton sac de gym, parce que si tu l'oublies, tant pis, c'est pour ta pomme. Donc, c'est aussi l'autonomiser. Et il faut savoir qu'en fait, d'un point de vue neuronal, il faut 21 jours pour que de nouveaux circuits se fassent et donc mettre en place une routine. Donc voilà, ça c'est une petite chose, je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà, qu'on veut répéter des choses. Alors, il y a le côté c'est territorial, que faire quand mon ado, il aime bien son désordre. Ben, en fait, du coup, il faut un petit peu que le parent lâche prise et se dire, OK, je prends mon ado comme il est. Chaque ado est unique avec sa personnalité. Donc, il faut trouver des compromis. C'est-à-dire, OK, tu ranges ton linge, mais il ne doit pas être rangé par couleur. Si ton linge est rangé, c'est déjà OK. Mais, ou ton bureau est en désordre, mais alors, ne laisse pas traîner tes canettes et ta nourriture et toutes tes affaires partout dans le hall. Donc, c'est vraiment trouver un compromis et accepter les différences et que le parent n'impose pas son point de vue non plus, c'est vraiment ouvrir le dialogue parce qu'en fait, dans le désordre, nos ados peuvent trouver une certaine liberté et créativité. Et en même temps, si le parent arrive à lâcher prise en disant OK, c'est pas fait comme je veux, mais c'est rangé, en fait, on fait un peu de prévention dans le burn-out parental, c'est un peu je choisis mes batailles. Est-ce que c'est plutôt m'engueuler avec mon ado et pas passer du temps de qualité et m'épuiser à le houspiller à ce que ses t-shirts soient rangés par couleur ou il a rangé ses t-shirts et c'est déjà très bien. Ça, c'est vraiment l'idée et c'est d'accepter que, oui, parfois, avec son ado, c'est plus un bébé et donc il nous obéit moins et c'est lâcher prise et c'est l'accepter tel qu'il est. Et parfois, et après je m'arrête, ça va être fini, je pense, parfois en fait on voit dans ce manque de maturité émotionnelle, il y a souvent le fait quand on a un enfant à haut potentiel, un ado, ils ont déjà ce manque de maturité et donc en fait, cette spécificité-là est à prendre en compte aussi parce que l'enfant, enfin l'ado ne va pas le faire forcément exprès. C'est parce qu'il ne sait pas et qu'en fait, il a besoin de ce bordel désorganisé. En fait, pour lui, dans sa spécificité, comme il a une pensée en arborescence, c'est qu'il y en a plein de partout. Donc, voilà, ça c'est l'idée de pouvoir entendre que son ado a ses propres spécificités. Donc, voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Et
Merci beaucoup Cynthia. Alors je propose de faire maintenant la clôture, qui est, comme on disait tout à l'heure, hein, il y a les différents symptômes qui sont présents, la course, les cris, les larmes, le désordre. Et de rappeler que c'est vraiment la société qui n'est pas adaptée et qui doit changer et de ne pas prendre nous ça sur nos épaules à nous de parents. Deux, de bien se rappeler que chaque famille est unique, qu'on a un système vraiment unique et que du coup, eh bien, c'est d'aller comprendre ce qui se joue chez nous pour aller mettre en place ce qui nous correspond le plus à nous. Se rappeler l'importance de s'arrêter pour observer, comprendre, pour ensuite voir comment est-ce que je peux simplifier un maximum transformer en routine, en automatisme, planifier et ne pas faire tout seul, mais se répartir la tâche et se mettre des actions petit à petit. Garder espoir. Comme je le disais tantôt, il y aura des ratés et c'est OK. OK. Voilà, moi je les appelle, il y a des flancs. Voilà, parfois il y a des flancs. OK, c'est OK, c'est juste des flancs. Voilà, bref. Voilà, donc un grand merci à tous. Nous, on va rester encore une dizaine de minutes pour les questions-réponses qu'on n'aura pas faites en direct via le chat des questions-réponses. Comme je le disais, ça s'inscrit donc dans la programmation des ateliers des parents, qui sont des ateliers en ligne interactifs. Il y a des conférences enregistrées et de l'accompagnement individuel. Donc ça, c'est le programme que vous trouvez sur liguedesfamilles.be/accompagnement parental. Vous retrouvez toute la programmation ici de septembre à décembre. On en a sur plein de domaines, mais notamment comment favoriser l'autonomie de mon ado qui est le 10 octobre, ou sur les fratries, l'enfant en comportement difficile, etc. On a, comme le disait Cynthia, un webinaire lundi 9 octobre qui est justement sur être un parent d'ado, comment trouver sa juste place. Voilà. Donc, on a plus de 1300 participants qui ont été accompagnés depuis le lancement de ce projet il y a 2 ans. Et si vous avez besoin de nous recontacter, vous avez nos données de contact qui sont là. Et vous avez aussi les données de contact de mes collègues de l'éducation permanente si vous souhaitez vous impliquer pour essayer de transformer la société. Il y a vraiment plusieurs campagnes qui sont présentes à l'heure actuelle, comme la campagne du postpartum. Bref, toute une série de combats qu'on mène et sur lesquels, si vous voulez vous impliquer, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Alors, désolée encore pour le dépassement de timing. On regarde Ah, ici s'il y a des questions qu'on n'a pas répondues ici dans le chat. tu es dans le Donc, question-réponse ou dans le chat? dans les questions-réponses. OK, ça va, comme ça je suis. Voilà, donc vous disiez, pouvez-vous donner des exemples pratiques d'à quoi ressemblent les pauses chez les enfants? Eh bien, j'en ai cité tout à l'heure, hein, les moments de break, mais ça peut être aussi, il y a par exemple une sorte de boîte à histoire qui s'appelle HomeKit, HOOMKID, que je trouve vraiment super, qui permet, en fait, l'enfant a dessus toute une série de courtes méditations, d'exercices de yoga, de musique calme. Donc, c'est vraiment très, très bien fait, qui peuvent aider à aider l'enfant à créer des pauses. Mais ça peut être aussi une autre manière de faire. Ça va être si vous faites des pauses, si vous, en rentrant du travail, par exemple, vous vous étalez par terre et vous vous mettez à respirer avec la musique calme, vos enfants, ils apprendront le plus par imitation. Donc, si vous voyez le faire, ce sera le meilleur des apprentissages pour qu'il le fasse lui-même, bien plus encore que les mots. Il y a aussi, le petit Morphée, qui est un peu dans le même genre et le yoga pour enfants. Oui. Donc il y a plein de petites choses ou même si on met un yoga pour les grands, moi, avec ma filleule, j'ai eu l'exemple, elle m'a suivie. C'était un peu elle était plus souple que moi, j'étais dégoûtée, mais c'est pas grave, voilà. Mais du coup, c'est ça aussi, ça peut être une opportunité. Il y a du yoga pour enfants, donc n'hésitez pas. Alors, j'ai une autre question qui est ici. Allez-vous aborder la situation du parent solo depuis que je suis seule avec mes 3, dont mon fils TSA, je coule? Donc là, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'aller voir sur le site que j'ai mis là, 2minutespour.org. C'est spécialement dédié aux enfants TSA. C'est très bien fait. C'est des petites vidéos de 2 minutes qui expliquent chaque situation qui peut être compliquée avec un enfant TSA.
des astuces très, très concrètes. C'est 2 minutes de vidéo et puis vous avez le résumé en post-it aussi que vous pouvez télécharger hormis, donc voilà, c'est vraiment une des choses que je vais peut-être vous recommander le plus. Alors je ne sais pas sur quelle commune vous êtes, sous quelle province, mais il y a beaucoup de groupes Facebook aussi, parents solo qui existent, qui sont très bien faites. Vous pouvez trouver du support, poser les questions aux autres parents solo de ce qui existe dans votre région, vous aider entre parents solo pour vous entraider aussi. Voilà, groupe Facebook parents solo, il en existe vraiment plusieurs qui sont très bien faites. On m'en a beaucoup rapporté aussi à ce niveau-là. Et comme disait Cynthia tout à l'heure, les communes sont en train et l'État est en train de débloquer de l'argent. Et donc, renseignez-vous auprès de votre commune s'il y a des groupes qui vont être organisés cette année. Alors, y a-t-il des groupes de formation aux aptitudes parentales type Barclay en Belgique, notamment à Bruxelles? Je n'ai aucune idée. Ça, je ne sais pas. Est-il possible de remettre le lien sur lequel avoir des astuces rangement? Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire comme ça là tout de suite parce que je devrais ressortir du PowerPoint. Et donc, vous le trouvez sur la slide du hall d'entrée. Elle est notée juste en dessous et donc, vous pouvez l'accéder comme ça. Vous pouvez aussi accéder sur notre site web sur accompagnement, donc Ligue des familles / accompagnement parental. Donc c'est via cette zone-là. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai ce lien par mail. Une autre question qui est vers quel âge la planification est possible avec des ados, Cynthia? Je dirais, donc il y a les pré-ados, hein, donc déjà vers 10 ans, on peut le faire. 9-10 ans, vraiment, voilà, on peut déjà commencer. Avec des chouettes trucs de couleurs, que ce soit peps, pour les aider, justement. Ouais. Alors justement, s'il faut 21 jours pour une routine, comment gérer le changement dû au week-end lors de l'établissement de ces routines? Alors, par rapport à ça, par exemple, si vous vous souvenez du tableau où je vous ai dit que vous pourrez l'avoir comme outil, vous pourrez l'imprimer, vous pouvez soit le cartonner, soit le faire plastifier pour l'utiliser, ou l'utiliser tel quel et vous faites au crayon et vous effacez avec une gomme, comme c'est le mieux. Mais ça, typiquement, si vous utilisez ce tableau par semaine, ça vous permet que l'enfant comprenne bien qu'il y a le moment de la semaine, le moment du week-end, et qu'il y a des choses qui sont différentes par rapport à ces routines. Ça, c'est une manière, par exemple, pour aider par rapport à ces routines-là. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Si vous avez une question plus précise par rapport à ça, n'hésitez pas à la mettre encore si vous êtes encore là, à la mettre dans le chat des questions-réponses, pas dans la discussion, mais dans la question-réponse. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui permet vraiment pour l'enfant de bien comprendre qu'il y a des routines de la semaine et des routines du week-end. Alors, ma fille de 17 ans et un peu plus, une fois que sa chambre est rangée et nettoyée, parce qu'à un moment donné, je suis obligée de la confronter pour le faire, elle déteste la faire et à chaque fois, j'ai l'espoir qu'elle la maintienne propre et rangée un bon moment. Surtout qu'elle est consciente du temps que ça lui prend de ranger le lendemain, c'est déjà foutu. Elle est TDA et hypersensible, dont dans les émotions tout le temps. Ça veut dire, quand je vous entends, Cynthia, est-ce qu'il faut la laisser faire? Alors, il ne faut pas forcément la laisser faire. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir la discussion et essayer de se dire, OK, quel besoin, quel bénéfice aussi secondaire elle a à laisser cette chambre en désordre, parce que peut-être que pour elle, c'est manifester son caractère d'ado, mais c'est peut-être aussi mettre un peu chacun de l'eau dans son vin, de faire un compromis. Je te laisse ça, cette pièce-là, je sais pas, en désordre. Heu, et ça, tu mets en ordre parce que leur chambre, c'est à eux, c'est aussi privé. J'entends qu'elle a 17 ans, donc après, il faut aussi peut-être que vous lâchiez prise. Je ne sais pas, non plus dans quel ordre pour vous c'est hyper important dans vos valeurs que ce soit rangé. Donc voilà, ça c'est, essayer de bien discuter et d'ouvrir la discussion avec l'ado. Alors, ceci n'est pas une question, mais je vois que Cynthia Suarez est très informée sur les HP, TDA, SA, etc. Ça serait intéressant de faire un atelier dédié sur cette thématique. Donc, en effet, sans doute que dans les prochains mois, peut-être en 2024, il y aura sans doute des webinaires clairement sur TDA, TSA et HP hypersensibilité. Je crois que ce seront effectivement des thèmes sur lesquels il y aura au moins des webinaires, peut-être des ateliers interactifs aussi. Merci de le proposer.
et Parce merci qu'en beaucoup. effet, du coup, il y a des besoins spécifiques et ça rend le quotidien vraiment plus galère. Donc, en effet, nous en sommes bien conscients que c'est... Et merci du coup de proposer ce thème. Alors, existe-t-il des groupes de parents pour partager nos expériences, notamment pour le TDA ou spectre de l'autisme? Il en Alors existe. oui, il en existe, Ouais, hein, et je pense, si, ma mémoire est bonne, Adrien De Wever, donc qui est présentateur, justement à la RTBF, avait sorti parce qu'il avait sorti un livre parce il a des troubles et je crois que si on va sur sa page Facebook, il y a une page, enfin en tout cas, il parle souvent de ça, donc si vous avez, envie d'avoir, des infos, vous pouvez passer par lui, mais ça existe sur, voilà, Facebook regorge de groupes, ouais, comme ça. tout à fait. Ouais. Oui, oui, en effet, ça existe. J'ai plus en tête le nom, mais j'ai encore rencontré bien trois personnes qui travaillent dans des organisations qui ont des groupes de parents pour ça. Donc vraiment, ça existe. Si vraiment vous n'avez pas trouvé l'information, vous pouvez aussi nous envoyer un mail à Cynthia ou à moi. Alors, Cynthia, tu veux qu'on se mette quoi comme timing de fin? C'est juste Heu, parce que beh, moi j'ai enco le temps après et je suis passionnée, mais on peut peut-être quand même se mettre une petite encore 5 minutes parce 5 que minutes. Ça j'ai marche. mon amoureux qui va me manger, donc soyons clairs. Ok. Donc, du coup, peut-on mettre en place des routines chez un enfant aîné de 3 ans qui est actuellement dans une phase de jalousie avec son frère qui vient de naître? Donc, oui, tout ce qui a été donné ici comme exemple de routine à mettre en place, ou typiquement le site de 2minutes.org, vous verrez qu'il y a déjà de très très bonnes réponses là-dedans. Donc, oui, vous pouvez déjà en mettre en place. Je vous invite vraiment soit à vous inscrire à l'atelier sur les fratries qui est justement là bientôt, là en octobre. Si vous n'avez pas l'occasion, pas le temps, je vous recommande vraiment très très fort le livre de Faber et Maslich sur les fratries sans rivalité, qui est très très facile à lire parce qu'il y a des petites BD. Donc c'est voilà, c'est vraiment un très bon ouvrage pour bien comprendre ce qui se passe dans la jalousie quand il y a un enfant qui vient de naître. Et donc voilà, mais oui, oui, tout à fait. Et même chez moi, si je me souviens, ce qui a aidé vraiment très très fort la mise en place de la routine chez mon aîné quand il y a eu le second, c'est qu'en fait, dans la routine du matin et du soir, on a rajouté à la fin un petit temps d'écran. Et ce petit temps d'écran, si mon enfant faisait de toute façon autonome, était genre de 7-8 minutes. Si il était hyper pain in the ass, à être plaintif et tout, eh bien, il n'avait pas sa vidéo. Et c'était inscrit comme ça. Et ça a été un carton, ça l'a motivé et tout, ça nous a transformés. Mais quand notre deuxième a grandi, en fait, du coup, le deuxième était attiré par cet écran et donc on a supprimé ça. Mais donc, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé. Voilà. J'ai déjà demandé plus de 21 fois, mais je ne vois aucun changement sur mon ado de 18 ans. Il continue à n'en faire qu'à sa guise. Que faire? Je vous invite à aller sur le webinaire qui est, je crois, dans 2 semaines, le 9 octobre, du coup, qui est spécial sur les ados, parce que la question est peut-être un peu vaste. Ouais. Alors, on aime bien regarder la TV comme pause, mais jusqu'à quelle heure on peut regarder l'écran le soir pour que ça ne perturbe pas le sommeil? Ce qui est vraiment recommandé, c'est l'heure avant, voire les 2 heures avant, mais déjà l'heure avant, de ne pas mettre des écrans blancs. Ce que vous pouvez faire, et ce que moi j'invite à faire, s'il y a quand même écran, c'est de mettre, si c'est sur un écran de GSM, c'est de mettre, vous pouvez faire une fonctionnalité qui est un écran jaune de couleur justement qui permet la sécrétion de la mélatonine et qui du coup ne retarde pas. Et donc même s'il y a quand même un peu d'écran, eh bien il y a au moins cette mélatonine qui peut être créée. Je n'ai aucune idée si ça existe aussi, cette fonctionnalité sur les télés, mais ça existe sur les tablettes, ça existe sur les GSM. Et donc très souvent c'est si possible les 2 heures avant, mais voire l'heure avant. Comment aurons-nous accès aux slides et au replay? Ce sera envoyé par mail à la fin de cette session, aujourd'hui ou dans les prochains jours, mais en tout cas cette semaine. Et puis, ça fait 5 minutes. Donc Cynthia, Voilà, il reste heu, 2 questions. il reste 2 questions, donc comment avoir des Euh, idées de menus? Vous pouvez aller voir même sur les sites d'HelloFresh, Colruyt, Delhaize, ils ont plein, plein d'idées, Marmiton,
et parfois pour se faciliter la vie, nous, à un moment, on avait fait HelloFresh. Donc ça a un coût, mais vous devez regarder combien vous êtes dans votre famille et en fait, bah, vous vous cassez pas la tête. Vous choisissez, en fait, sur, le site ce que vous voulez manger et c'est à portée et donc parfois, ils vous demandent, enfin, ils mettent pas le sel et le poivre, mais quasi tout est mis et voilà. Alors à quel moment faire ses devoirs? Moi, ce que je préconise, c'est de manger un petit 4 heures, de faire une pause, voilà, d'une demi-heure, le temps de redescendre et voilà et puis comment ça se passe derrière un refus? Peut-être que là, pour moi, la question est trop vaste, mais ce que Oui, je vous c'est invite trop ouais, vraiment, c'est, alors on a un atelier sur «Mon enfant a un comportement difficile, que faire?» Vraiment, vous pouvez vous inscrire. Il y a aussi, ce que je mettais avec l'analyse fonctionnelle, n'hésitez pas aussi à aller mettre dans Google pour aller c'est illustré de plein de chouettes manières différentes pour qu'est-ce qui se cache derrière un comportement d'un enfant? Ça peut vraiment déjà vous être une piste. Mais on a un atelier là-dessus. Et là, ça va être trop vaste pour répondre là maintenant comme ça en direct, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière souvent. Mais donc la question souvent c'est qu'est-ce que ce comportement a permis qu'il se passe ou empêche qu'il se passe et du coup l'enfant comment il a pu enregistrer ça par répétition. par répétition Voilà. ou le entre guillemets, «le bénéfice secondaire» qu'il a à faire ça. Exactement, voilà, tout à fait. Comme faire la crise égale avoir de l'attention ou faire la crise égale en fait papa maman fait à ma place. Et donc en fait faire une crise égale papa maman fait à ma place et je ne dois pas faire. Donc c'est un peu ça l'analyse fonctionnelle. Picard, ça s'ouvre aussi en cas de rush. Merci, en effet, c'est bien ce qu'on disait. Les surgelés, vraiment, vraiment, simplifiez-vous la vie. Et alors le dernier qui est la slide, les conditions favorables à l'endormissement, expliquer la partie que je n'ai pas faite. Je veux bien la faire parce que on serait dans une conférence classique, on serait en fin avec les dernières questions, les gens qui viennent. C'est quelque chose que je trouve absolument important, etc. Donc je veux bien le faire, mais Cynthia, je te libère. Ça va? D'accord. Ça va, ben, en tout cas, merci et merci, bah, à tous les participants et j'espère qu'on a pu, vous aider. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur et je te remercie, Nathalie. Merci à toi, Cynthia. C'était un plaisir de faire ça ensemble et on se voit tout bientôt. Bonne Au revoir. journée et bonne journée à tous qui ne sont pas concernés par cette partie endormissement et qui souhaitent retourner à leurs activités. Merci à tous pour votre présence et pour votre, voilà, pour votre intérêt pour, pour ce webinaire. Alors, si je retourne dessus, hop, 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 où est-ce qu'on est? On est ici. Alors, donc les conditions qui favorisent l'endormissement. Donc, les conditions qui favorisent l'endormissement. On s'est rendu compte que, donc, comme je le disais tantôt, il y a trois choses, hein. Première chose, le cortisol, qui est cette hormone du stress, elle empêche la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone qui permet au corps en fait d'aller vers l'endormissement. La deuxième, c'est que la lumière, si elle est dans les tons de bleu ou dans des tons chauds, eh bien, si c'est trop dans les tons bleus, ça va empêcher la sécrétion de mélatonine. Que si c'est dans des tons plus chauds, eh bien, la mélatonine va être créée. Mais avec cette nuance, comme je disais tantôt, qu'il y a des grandes différences individuelles d'une personne à l'autre. Et c'est ce qui fait que parfois, même au sein du couple, une personne du couple va dire, mais enfin, rien à voir, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas du tout utile, alors qu'une autre personne va dire, mais si, en fait, c'est vraiment hyper impactant. Et c'est normal parce qu'il y a vraiment des différences physiologiques individuelles. Et puis, la température du corps qui va avoir, et d'ailleurs, vous allez remarquer que si vous observez votre enfant, ou même si vous vous observez vous-même, le moment où vous allez avoir ce moment un peu d'endormissement, vous allez avoir un frisson comme ça. Votre corps va même frissonner parce qu'il y a justement cette diminution de la température corporelle. Et ça, je l'ai retiré parce qu'on avait trop de slides. Ça, c'est mon piège à moi de vouloir trop le mettre. Et donc, j'ai dû beaucoup apprendre à gérer mon temps.
Mais en gros, il y a des courbes en fait tout au long de la journée qui se répètent par rapport à ces températures. Et il y a une baisse qui se fait plus ou moins aux alentours des 11 heures midi, qui fait que c'est le moment en fait de sieste pour beaucoup de personnes, parce qu'il y a aussi cette baisse de température corporelle qui se fait à ce moment-là. Et puis hop, il y a de nouveau une baisse au moment du coucher du soir. Donc, pour des astuces très concrètes pour aider la diminution du cortisol, qu'est-ce que ça va être? Et pour amener la sérénité? Un, c'est la mise en place de routines. Donc, comme je le disais tantôt, la mise en place de routines, vu qu'un enfant en bas âge n'a pas de bonne notion du temps, eh bien, ça va l'aider à se rassurer. Ok, il y a le bain, ok, après, il y a le pyjama, ok, après, s'il y a eu le pyjama, ça veut dire qu'il y a l'histoire du soir, s'il y a l'histoire du soir, ça veut dire que, etc. Donc ça est quelque chose qui va vraiment être quelque chose qui va apaiser le cortisol de l'enfant. Une autre chose, c'est la musique calme. La musique calme, en fait, elle a un impact physiologique au niveau du corps sur vraiment la diminution de la tension et le fait que le cortisol ne va pas être sécrété. C'est apparemment au niveau des tympans, notamment, que ça se joue, la vibration au niveau des tympans, qui va faire que le corps va pouvoir rester, aller vers un retour au calme. Cette chanson, Weightless, elle a été créée par justement une sorte de clinique je sais plus si c'est une clinique du stress ou quelque chose comme ça. Et il faut aller voir taper Weightless études. On a vraiment vu que ça avait un impact, mais énorme. Je sais plus moi, 70 ou 70, enfin oui, 60 ou 70% des personnes ressortaient vraiment avec un impact physiologique énorme de diminution de stress et d'apaisement. Et donc, cette chanson Weightless, vous pouvez la trouver sur Spotify, sur YouTube ou n'importe où. C'est une chanson qui a été faite pour réduire le stress et voilà, moi typiquement, c'est une que j'ai mis dans la routine du soir avec mon fils par exemple et qui apaise le corps vraiment et qui permet. C'est donc mettre une chanson calme pendant cette routine est quelque chose qui va pouvoir aider. Tout en sachant que parfois, et c'est le cas dans ma famille, certains dans la famille sont en fait irrités par de la musique calme comme ça parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de ça. Et donc là, pour le coup, ça peut générer aussi de la tension. Donc de nouveau, d'aller observer ce qui vous colle dans votre propre famille. Le fait de chuchoter et de parler à voix basse avec un tempo lent, si pendant que je fais l'histoire du soir, je suis à voix basse avec un tempo lent, les gens qui font de la méditation, ceux qui guident les méditations, ils parlent comme ça d'ailleurs. Et quelque chose qui va aider aussi. Et alors, le tout dernier, le fait, ça c'était ce que je vous disais au tout début, de vous-même, vous vous souvenez, là, le truc où on est en tension, 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 à partir du moment où vous allez, au moment de votre journée, si je prends mon exemple à moi, j'avais cette conférence, forcément, ça m'a généré de l'adrénaline et un certain stress. Avant de faire la conférence, j'ai fait un moment de méditation, un moment de respiration de 5 minutes avant. Une fois que je vais finir ici avec vous, je vais refaire un moment de pause et de respiration. Je vais peut-être aller me promener sur l'heure du midi. L'après-midi, vu que j'ai eu ce moment, il y avait quand même 600 personnes qui à un moment donné, vont visionner ce webinaire, eh bien, j'ai prévu cet après-midi de faire un moment de pause plus grand. Ce soir, avant de reprendre les enfants, je vais aussi prendre un moment de pause. Donc, tous ces moments de pause que moi, je vais prendre en tant qu'adulte vont m'aider aussi à être en condition pour pouvoir ensuite accueillir l'enfant et que toute la partie tension familiale soit réduite. Alors, pour la partie lumineuse, dans les tips très très concrets qui peuvent être recommandés, ça va être donc 1 heure avant le coucher, de plus tôt, quand on est comme ça encore dans des périodes d'été, bon, heureusement maintenant ça commence à se réduire, mais typiquement en juin, là c'est vraiment le sommet, ça va être plutôt recommandé de tirer les rideaux l'heure avant et de mettre de la lumière artificielle de couleur chaude pour pouvoir aider à avoir cette sécrétion de mélatonine. Alors pour le coup, chez nous, on habite dans un appartement hyper lumineux, enfin
Mon compagnon, quand je lui dis: «Est-ce qu'on pourrait faire ça?» il m'a regardée en disant: «Mais jamais! Enfin, moi j'ai besoin aussi de ces lumières, ça me permet d'avoir le moral et tout». Tu oublies. Donc nous, on n'a pas fait ça dans notre famille. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est que dans la routine de l'organisation, je fais exprès de donner à manger aux enfants et enfin faire le repas familial et puis faire le bain dans des lumières tamisées et j'essaye qu'il y ait plus de passage entre la lumière tamisée de la salle de bain et de la chambre pour que l'enfant, en fait, il ait eu cette sécrétion de mélatonine qui soit déjà faite et que ça puisse, en fait, continuer au moment de l'histoire du soir. Donc, il n'y a plus de passage de lumière de jour et je fais exprès de ne pas allumer la lumière, le gros spot de LED ou l'histoire du soir, je ne la fais pas avec les rideaux ouverts. Je fais exprès de tirer les rideaux, de mettre une lumière hyper basse pour qu'il y ait cette sécrétion qui puisse se faire. Ça, je vous l'ai dit tantôt, l'écran, le fait de le mettre sur un écran jaune est quelque chose qui peut vraiment aider. Et alors, attention aux veilleuses que vous utilisez. Beaucoup de veilleuses qui sont achetées en supermarché, enfin en supermarché, en grande surface, sont des veilleuses en fait à lumière bleue. Et c'est un non-sens parce qu'en fait, ça va pas aider l'enfant. Et donc là, typiquement, choisissez de nouveau une veilleuse qui va vraiment être la plus basse possible. Dans le livre d'Héloïse Junier, elle dit, elle a tellement cherché, elle met même la marque de celle qu'elle utilise qui diminue même euh, tout au long de la journée, tellement ça a de l'impact, quoi. Vraiment, moi, je mets carrément, s'il y a une armature en bois tout autour, pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque d'incendie ou je sais pas quoi. Et je mets une écharpe jaune au-dessus. Donc, c'est déjà une ampoule jaune, je mets une écharpe jaune, enfin, etc., etc. Température du corps, ça va plutôt être recommandé que l'heure avant le coucher, il y a un minimum d'activité physique, de jeu de surexcitation, de sport, vraiment essayer que le corps soit plutôt dans des activités calmes, des mouvements calmes, l'heure avant le coucher. Le bain, comme je disais tout à l'heure, alors 2 heures avant, en fait, ça aide la partie thermorégulatrice du corps à permettre d'avoir la bonne température du corps juste avant le coucher. Mais quand c'est pas faisable, et c'est souvent pas faisable, alors plutôt d'avoir un bain plutôt tiède avant de dormir. Très attention de ne pas mettre un pyjama qui va être trop chaud parce que le pyjama trop chaud, justement, il va aussi faire que le corps de l'enfant est trop chaud, qui va transpirer et que du coup, il ne va pas savoir s'endormir. Et l'aération de la chambre, pareil, pour que la température de la chambre soit aux alentours des j'ai l'impression que je vais dire une bêtise, mais j'allais dire des 18 degrés, mais voilà, qui soit vraiment suffisamment fraîche pour que l'enfant puisse aller vers l'endormissement. Voilà, donc je me suis permise de prendre ce temps-là parce que ça me passionne et que c'est quelque chose qui en fait n'est pas su par beaucoup de familles et que quand on sait ça, ça peut tellement, tellement, tellement aider. Voilà, je vais m'en arrêter là. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle après-midi, plein de courage dans votre organisation familiale. Vous êtes des extraordinaires parents qui font du mieux qu'ils pouvaient. Et voilà, ne prenez pas tout ça sur vos épaules euh, parce que la société n'est pas adaptée et c'est la société aussi qui doit changer. N'hésitez pas à vous connecter à notre newsletter, aller voir sur notre site l'agenda des ateliers, des conférences, etc. Parce que tout au long de l'année, on a vraiment énormément de thèmes. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis au revoir.